je vais donc continuer l'histoire. On avait donc quitté nos héroïnes à l'Arc de Triomphe avec le vieux monsieur qui leur avait parlé du général MacDonald qui avait combattu à Magdebourg. Magdebourg, s'exclamèrent les 6 adolescentes ensemble stupéfaites. Oui, ça a été très rapide. Ne me dites pas que vous connaissez cette bataille, qui est l'une des plus modestes de son palmarès. Oh non, le rassura Abby. C'est la ville de Japan Road, s'exclama Clochette. Non, c'est là que le groupe s'est connu, rectifia Lynn. C'est pour ça qu'on est à Paris aujourd'hui, ajouta Delphine. On va voir Japan Road à leur hôtel, s'exclama Crystal en se levant de son sac. Elles étaient d'un seul coup toutes excitées de parler de leur groupe favori au vieux monsieur. Les rôles s'inversaient, c'était à elles de raconter l'histoire du groupe. Quand ils étaient enfants, Liam et Théo Kolblitz, 2 frères jumeaux, donnaient de petits spectacles dans les bars de Magdebourg, une petite ville d'Allemagne. Liam chantait, s'accompagnait d'un synthétiseur. Son frère faisait de la guitare. Un soir, ils rencontrèrent 2 amis, Grégor, qui faisait de la basse, et Gunther, qui faisait de la batterie. Les 4 garçons, âgés d'une dizaine d'années, devinrent amis et le groupe créa ses premières compositions. Ils continuèrent les petits concerts à Magdebourg pendant quelques années, et un soir, un producteur était dans la salle et remarqua le potentiel des 4 amis. Chacun avait un look et une personnalité définie malgré leurs 13 ans. Liam avait les cheveux teints en noir, se maquillait les yeux et se vernissait les ongles en noir également. Il customisait ses jeans et portait des t-shirts près du corps. Il affectionnait toutes sortes de bijoux, des gros bracelets en argent, des pendentifs tête de mort, des colliers à rivets, et il avait plusieurs piercings. À la langue, à l'oreille, à l'arcade sourcilière. Il aimait divers styles de musique, mais surtout le krautrock, la cosmique musique allemande dont il reproduisait le son électronique avec son synthé. Contrairement à beaucoup de jumeaux, son frère avait un look complètement différent. Jamais on n'aurait dit que ces 2-là étaient frères. Théo avait gardé sa couleur naturelle et les dreadlocks blondes caramel lui tombaient presque jusqu'aux épaules. Il portait des jeans baggy et des larges t-shirts de rappeur. À cette époque-là, il découvrait le hip-hop et était en passe de devenir complètement fan. Mais quand il composait avec Liam, c'était toujours des mélodies rock. La pratique de la guitare ne se prêtait guère à jouer du hip-hop. Il avait également un piercing à la lèvre. Leurs amis Grégor et Gunther avaient un look plus classique, mais ils avaient pour leur âge une sacrée culture musicale et une bonne expérience des instruments. Tous 2 jouaient depuis tout petits et avaient suivi un cursus scolaire dans une école de musique. Ils étaient fans de rock anglais et de métal. Leur goût était tiré plutôt vers le hard rock. De temps en temps, les maisons de disques cherchaient à créer un groupe à succès qui allait durer un temps limité, mais assurer une certaine rentrée d'argent. Le risque de produire ces groupes était souvent qu'on ne savait pas quelles seraient les affinités des membres entre eux, et c'était bien souvent la raison de leur séparation, puis de leur fin inévitable. Mais là, il s'agissait déjà d'une bande de copains qui se connaissaient depuis plusieurs années et qui étaient sur la même longueur d'onde musicalement. Chacun acceptait les goûts des autres en privé et quand il fallait faire de la musique avec le groupe, ils étaient tous d'accord sur le style à adopter. Jamais Théo n'essayait de rendre les mélodies plus groovy ou Gunther les arrangements plus hardcore. Ils tombaient d'accord sur un rock qui pouvait plaire à tout le monde. À cette époque-là, Josh Davis, leur futur producteur et manager, avait été impressionné par la culture des garçons. Ils étaient très indépendants et ils savaient ce qu'ils voulaient. Liam avait écrit des textes et quand Josh lui avait suggéré de les arranger, il avait catégoriquement refusé. Il s'inspirait de romans de dystopie qui dénonçaient un monde totalitaire, de l'actualité sociale allemande qui n'était pas très réjouissante en 2003-2004, mais aussi de philosophie zen ou de la prophétie maya qui annonçait la fin du monde pour 2012. Il avait un texte contre l'école dont les professeurs se posaient en Big Brother, sur les parents qui divorçaient et faisaient vivre un enfer aux enfants, sur un groupe de garçons qu'ils ne pouvaient pas voir en peinture et à qui ils disaient d'aller se faire voir, un autre où ils racontaient leurs 400 coups et avouaient que même s'ils étaient jeunes, leur week-end restait interdit aux moins de 18 ans. Les autres chansons étaient inspirées par sa récente rupture avec sa petite amie, Anaïs, et il ne voulait pas entendre qu'il était trop jeune pour mourir d'amour. C'était la première fois qu'il était amoureux, et cette séparation l'avait littéralement anéanti. Elle avait d'ailleurs touché tous les membres du groupe. La petite Anaïs était restée en Allemagne un peu plus de 2 ans pour les besoins du travail de sa mère. Elle avait passé ces années avec Liam et ses amis, à partager leurs bêtises, à les soutenir, à donner son avis sur les nouvelles chansons. Et maintenant qu'elle n'était plus là, Liam se sentait de plus en
Liam se sentait plus tout à fait lui-même, comme s'il était un autre. Il avait envie de lui crier de revenir et de le sauver de cet état lamentable. Il avait aussi écrit cette chanson, qu'Anaïs adorait, dans laquelle il disait que chaque seconde dont on ne profitait pas était perdue. Il faisait donc de gros efforts sur lui-même pour aller de l'avant, s'occuper du groupe et ne plus penser au passé. Il retrouvait Anaïs chaque nuit dans ses rêves. Elle lui avait dit un jour que chaque fois que la lune passait devant sa fenêtre, elle était d'abord passée devant la sienne pour recueillir ses pensées. Et elle venait maintenant pour le réchauffer de ses rayons clairs et lumineux, doux comme une veilleuse et non brûlants comme les rayons du soleil. Même si leur vie était noire en ce moment, la lune viendrait chaque nuit les éclairer, et peut-être qu'un jour elle les réunirait. Tel était l'univers du groupe, un univers assez sombre mais romantique, et toujours éclairé par un rayon de lune. Un monde dur où il subsistait tout de même une lumière au fond du tunnel. Liam ne voulait pas faire de compromis, ni chanter qu'on vivait dans un monde rose où la vie était facile. Josh avait été amusé par cette réaction au premier abord. Ce petit ne semblait pas mesurer qu'il proposait à son groupe un contrat avec une grande maison de disques, ce qui impliquait la sortie d'un single, puis d'un album, de la promotion dans la presse, sur les plateaux télé et une tournée si l'album marchait bien. En gros, c'était la consécration de leurs rêves, eux qui ne vivaient que pour la musique. Météo, toujours solidaire de son frère et sachant parfaitement ce qu'il pensait, avait immédiatement repris Josh pour dire qu'il ne vivait que pour leur musique, pas la musique des autres, pas des chansons créées pour plaire à la majorité des gens. Il n'allait pas chanter une histoire de sable chaud et de cocotier sous prétexte que la maison de disques voulait sortir un premier single en été, ou pire, chanter que youpi, ce serait bientôt la rentrée, qu'on allait retrouver les copains-copines et s'éclater à la cantine. Encore une fois, Josh avait été impressionné par leur tempérament. Bon nombre de jeunes, et de moins jeunes, auraient accepté n'importe quel compromis qui ferait d'eux des stars. Le directeur de la maison de disques les trouva prétentieux de refuser cette offre, mais le groupe n'en fut pas chagriné le moins du monde. Ils étaient juste vraiment déçus que les choses se passent comme ça. George leur demanda alors ce qu'ils comptaient faire à présent qu'ils avaient refusé un si gros contrat, et ils répondirent qu'ils allaient continuer les tournées des cafés-concerts de la région, et qu'ils allaient écrire des chansons et répéter leur musique. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils n'arrivaient pas à les lâcher, à simplement se dire qu'ils avaient refusé une opportunité, donc qu'ils n'avaient qu'à se débrouiller maintenant. Ils avaient un univers, un style, une personnalité, et ils étaient intègres. Ils n'étaient pas prêts à tout pour la sacro-sainte célébrité. Bien sûr, c'était leur rêve de faire un jour des concerts devant une salle pleine de fans en délire, mais pas en chantant des comptines sucrées et colorées. Leur monde d'adolescents n'était ni sucré ni coloré, il était plutôt sombre et amer. Gunther, le batteur calme et réservé, demanda à Josh tout ce qui n'allait pas avec eux. Pourquoi ne pouvaient-ils pas être produits tels quels? Les réponses étaient multiples. Leur texte était un peu maladroit et écrit dans un anglais parfois approximatif. Les préados de 10-15 ans représentaient le public à toucher. Or, ils ne comprenaient pas l'anglais à cet âge-là. Il était donc préférable de chanter en allemand. Concernant les chansons, il aimait beaucoup les sujets abordés, mais c'étaient des sujets très graves pour leur jeune âge et très spirituels. De plus, il doutait que les radios passent une chanson qui pousse les jeunes à quitter l'école ou à faire les 400 coups sous le couvert de la maxime « Vivez pleinement chaque seconde ». Ensuite, il y avait le look de chacun. Dans un groupe, les membres avaient généralement le même look et aimaient le même style de musique. Et enfin, il ne leur cacha pas que le plus dur à faire passer pour un groupe d'enfants, parce qu'à 14 ans, ils étaient malgré tout encore des enfants, c'était le look mi-gothique, mi-glamour de Liam. Les ados avaient besoin de modèles, et les maisons de disques leur en créaient souvent sur mesure. De beaux garçons, au profil de gendre idéal pour faire rêver les jeunes filles, et des jeunes chanteuses sages qu'on pouvait prendre en exemple. Ils passèrent le week-end à discuter dans le garage qu'ils louaient pour répéter. Ils parlèrent toute la nuit, de leur vie, des textes, du roman 1984 de George Orwell et du totalitarisme, des mélodies, du rock, de la cosmic music, du hip-hop, de l'école, de la séparation des parents de Liam et Théo, de leur mère qui leur transmettait les légendes anciennes des mythologies hindoues ou mayas, ou la philosophie zen qu'elle pratiquait au yoga, de la relation avec leur beau-père qui les avait initiés à la musique et à la littérature de dystopie, de la timidité de Gregor et Gunther, qui n'avaient pas le tempérament des jumeaux, de la situation sociale et économique de leur pays, qui était menacée par des vagues de licenciements et une hausse du chômage, de science-fiction, des découvertes de l'espace, de ce que l'homme faisait subir à la nature, du maquillage de Liam qui était mal accepté ou qu'il aille, de la fameuse petite amie française, Anaïs,
de l'amie qu'elle était pour tous et de la petite amie qu'elle était pour Liam. En fan absolu de Jimi Hendrix, George retrouvait dans leur univers celui de son idole et tout ce qui l'intéressait lui-même. Il se voyait déjà en James Thomas, manageant les jeunes Rocking Kings, le premier groupe dont fit partie Hendrix, dont les membres étaient de jeunes mineurs. Il leur fit découvrir la chanson 1983, un hymne anti-guerre, anti-nucléaire, qui se référait forcément à 1984 d'Orwell. Les petites Spiders se demandèrent pourquoi ils n'avaient pas approfondi plus tôt la musique de cet artiste dont ils connaissaient seulement le nom. Il y eut des rires, des larmes, des confidences, et à la fin, une envie immense de faire partager cet univers au monde entier. Une grande complicité était née cette nuit-là, entre Josh et le groupe, et les garçons avaient confié des choses qui ne s'étaient jamais dites les uns aux autres auparavant. Ils sentaient aussi qu'ils avaient beaucoup à apprendre de Josh musicalement, comme eux, c'était un passionné. Au fil de la nuit, Josh avait soudain ressenti une crainte planer au-dessus du groupe. Il ne voulait pas qu'il tombe un jour sur un requin du genre de Chas Chandler, qui avait fait fortune en ruinant totalement Hendrix, humainement parlant. Ces 4 jeunes étaient différents des autres, mais justement, est-ce que partout il n'y avait pas des gens différents? Des ados timides qui restaient au fond de la cour, des jeunes gothiques rejetés dans un autre coin, d'autres qui souffraient d'une ambiance familiale difficile, ou encore qui vivaient très mal un chagrin d'amour. Finalement, le propre des gens était d'être chacun différent des autres. Voilà pourquoi les relations humaines étaient si difficiles. Au lieu de donner des exemples à suivre aux adolescents, est-ce qu'il ne fallait pas au contraire changer de tactique et leur offrir ce qui leur ressemblait, qui ne les ferait pas rêver aveuglément à de belles histoires d'amour, mais qui leur chantera qu'ils les comprennent, que la vie n'est pas rose mais qu'il faut se battre quand même, et qu'ils ne sont pas seuls à vivre toutes ces choses difficiles liées à l'adolescence. Liam ne voulait pas se poser en donneur de leçons. Il ne voulait pas être une énième personne qui allait dire aux gens ce qu'ils devaient faire. Il voulait juste leur offrir des textes qui les fassent réfléchir afin qu'ils prennent eux-mêmes leurs décisions. Les semaines suivantes, Josh travailla avec Liam sur les textes. Il ne voulait pas changer ses sujets, simplement améliorer les paroles et les rendre plus accessibles aux jeunes. Des thèmes trop sérieux pouvaient leur paraître rébarbatifs. Il brancha quelques amis sur le coup, et bientôt, d'autres auteurs-compositeurs travaillèrent les textes et les mélodies avec lui. Le groupe, qui n'était pas fermé à toute proposition, admit que les chansons étaient bien meilleures. Les textes étaient plus forts, les musiques plus recherchées. Dans l'année qui suivit, ils enregistrèrent des maquettes tout en continuant de se produire dans les clubs des alentours. Leur style était encore un peu plus affirmé, et bientôt, ils eurent un accord avec une autre grande maison de disques et un magazine pour jeunes, un contrat et de la publicité. Voilà, je vous quitte sur ce paragraphe, et à bientôt!